et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode hors série dans lequel nous parlerons des actualités japonaises qui ont marqué la décennie. Je trouvais que c'était une bonne idée de faire un petit retour en arrière sur l'histoire du Japon de ces dernières années. On va aborder des sujets divers comme la politique, les événements économiques, les faits divers, mais également les catastrophes naturelles. C'est un épisode extrêmement long, mais qui, je l'espère, sera assez intéressant pour que vous puissiez comprendre quelques aspects du Japon. Avant que cela commence, je tiens à vous préciser qu'évidemment, je n'ai pas pu aborder absolument toutes les actualités importantes et que j'ai fait de mon mieux pour vous faire une sélection objective à partir des actualités qui ont le plus été médiatisées chaque année. Merci de votre compréhension. Bien, c'est parti pour ce premier podcast de l'année. On remonte en janvier 2010, le mardi 19 exactement. Ce jour-là, la compagnie aérienne Japan Airlines dépose le bilan devant le tribunal de Tokyo, endetté de presque 11 milliards d'euros. Le ministère des Transports, justifiant que Japan Airlines soit la première compagnie aérienne du pays et qu'elle mérite le soutien du gouvernement, annonce dans la foulée un plan de redressement avec la suppression de 15 600 postes dans tout le Japon. En mai de cette même année, on assiste de nouveau à des protestations des citoyens d'Okinawa contre le déménagement de la base américaine de Futenma à Henoko, un peu plus loin des habitations. Je vous rappelle rapidement le contexte, cela fait une vingtaine d'années qu'un conflit existe entre les gouvernements japonais, américains et les citoyens d'Okinawa. Ces derniers souhaitent que la base militaire soit bougée hors d'Okinawa, mais le gouvernement s'accorde à dire qu'il faudrait simplement la déplacer plus loin des villes, notamment vers la baie d'Enoko. Décision pour laquelle les citoyens ne sont absolument pas d'accord, citant notamment le fait qu'Enoko renferme un riche écosystème qui risque d'être complètement détruit avec les activités de l'armée. Le 17 mai 2010, donc, l'assemblée préfectorale d'Okinawa, soutenue par les manifestants et les maires, demande au premier ministre de l'époque de faire déplacer la base hors de l'île. Cependant, quelques jours plus tard, le 23 mai, les gouvernements japonais et américains signent un traité acceptant le déplacement de la base à Henoko, dans la ville de Nago. Une décision qui enrage les citoyens et qui entraîne une autre actualité importante de l'année 2010, qui est tout simplement la démission du premier ministre Hatoyama Yukio le 2 juin, seulement 8 mois après sa prise de fonction. Il citera le fait d'avoir manqué ses promesses électorales, d'apporter un changement radical à la politique intérieure et de modifier les relations du pays avec les États-Unis comme motif de sa décision. Le 7 septembre, un accident survient aux îles Senkaku et c'est le drame entre la Chine et le Japon. Un chalutier chinois entre en collision avec deux bateaux de patrouilleurs japonais dans ces eaux que se disputent les deux pays. Les gardes-côtes japonais arrêtent immédiatement le capitaine en mer pour avoir interféré avec le travail d'officier en service. Évidemment, la Chine riposte en demandant au Japon de relâcher tout de suite le capitaine et son équipage qui seront renvoyés en Chine sans poursuite. On passe à 2011. Comme vous le devinez, 2011 fut une année très particulière pour le Japon qui semblait figé dans le temps. Le 11 mars, le monde assiste impuissant à la pire catastrophe que le Japon ait jamais connue sur la côte pacifique de la région du Tohoku, un séisme entraînant un tsunami qui sera la cause d'un accident industriel majeur à Fukushima. De magnitude 9, le séisme engendre plus de 18 000 morts et disparus, blessés et destruction inconsidérable, estimée à 200 milliards d'euros. Des milliers de personnes subissent encore les conséquences de cette catastrophe à l'heure actuelle et tentent de se reconstruire après avoir perdu une grande partie de leur famille ou avoir été évacués de leur ville sans jamais pouvoir y retourner. Quelques mois après, le premier ministre de l'époque, Han Naoto, victime des critiques concernant sa gestion de la catastrophe, choisit de démissionner de son poste. Le Japon reste ébranlé par la catastrophe, mais le 17 juillet, un souffle de bonheur s'empare du pays après la victoire de l'équipe de football féminin japonaise Nadeshiko Japan lors de la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Cela a permis de faire connaître le monde du football féminin, mais surtout à des milliers de Japonais d'avoir le sentiment de revivre. La popularité de l'équipe n'a cessé de grandir après cet événement. 2012 fut marqué par deux actualités très importantes. La première, c'est la victoire du parti de Shinzo Abe, le parti libéral-démocrate, par une majorité écrasante lors des élections législatives. Il devient donc pour la seconde fois Premier ministre du Japon le 26 décembre. Ce résultat se traduit par l'envie des citoyens de punir le parti démocrate du Japon, jusqu'alors plutôt populaire. En effet, le parti de Shinzo Abe ayant mené une campagne plutôt nationaliste, il a lui-même admis que les Japonais n'avaient pas donné une approbation totale à ses idées, mais qu'il souhaitait tout de même prouver aux électeurs qu'il satisferait leurs attentes. La deuxième grosse actualité qui a fait la une des journaux et qui a relancé le débat international sur le traitement des prisonniers étrangers au Japon, c'est l'acquittement d'un Népalais, Govinda Mainali, condamné à perpétuité par erreur lors d'une affaire datant des années 90. En 1997, une fonctionnaire japonaise est retrouvée assassinée dans un immeuble où on découvre plus tard qu'elle menait une double vie et se prostituait près de Shibuya, là où elle rencontre un jeune Népalais. Son corps ayant été découvert dans le périmètre de l'appartement du garçon, les autorités l'arrêtent immédiatement et le condamnent à la prison à vie en 2000. En avril 2011, le tribunal acquitte le suspect, affirmant que les preuves détenues contre lui sont insuffisantes. Alors qu'il s'apprête à quitter sa cellule, les procureurs obtiennent un nouveau mandat d'emprisonnement afin qu'il ne puisse pas quitter le Japon pendant qu'il faisait appel. L'homme déclaré innocent a donc été
gardé en prison, ce qui a rendu furieuses les associations internationales luttant pour les droits de l'homme. En décembre de la même année, le tribunal de grande instance japonais annule la décision précédente et condamne à nouveau Mainali à la prison à perpétuité alors qu'il clame son innocence. En 2012, les avancées de la technologie permettent de trouver l'ADN d'un autre homme sur le corps de la victime et les traces permettent aux légistes de voir que ce même homme a eu des contacts violents avec celle-ci quelques heures avant sa mort. Mainali, enfin innocenté, sort de prison en juin 2012 après avoir gâché 15 ans de sa vie en prison alors qu'il était totalement innocent. On lui offre 68 millions d'yens en compensation. On passe en 2013 qui fut une année mouvementée au niveau politique. Dès le 11 janvier, Shinzo Abe lance sa politique de redressement économique du Japon, Abenomics. Il propose une rallonge budgétaire massive, la deuxième plus grosse de l'histoire du Japon. Elle vise notamment à reconstruire les zones sinistrées de la catastrophe de mars 2011, mais aussi à accorder plus de fonds aux PME et à encourager les entreprises japonaises à investir sur le plan national comme à l'étranger. Le 31 janvier, scandale dans le monde des idoles japonaises et je suis persuadée que vous vous en rappelez encore tant l'affaire a été médiatisée à l'étranger. Minegishi Minami, 20 ans, membre du groupe AKB48, s'excuse publiquement sur YouTube auprès de ses fans après s'être rasé le crâne pour avoir passé la nuit chez Shirahama Aran, membre du groupe Generation. Dans la vidéo maintenant supprimée, l'idol supplie ses fans et son agence pour rester dans le groupe et s'excuse pour son comportement irréfléchi. L'affaire a pris une ampleur énorme car elle a remis en question la règle principale des idols qui est de ne pas avoir de relation pour ne pas entacher l'image de leur groupe. Elle a également soulevé des questions à l'étranger concernant le respect des droits de la personne. Le 7 septembre, le comité international olympique attribue l'organisation des Jeux d'été 2020 au Japon. L'opinion des Japonais est très divisée quant à cet événement, déjà par rapport au budget alloué pour la construction des infrastructures accueillant les épreuves, mais aussi par peur de la masse de touristes qui s'annonce pour cet été. Des points qui peuvent aussi être considérés comme positifs pour relancer l'économie japonaise. Les nombreux scandales concernant le précédent logo et l'éventuelle corruption de l'attribution des votes ont également terni l'image des Jeux, ce qui n'a pas empêché les Japonais et étrangers d'acheter des centaines de billets pour assister aux épreuves le jour de leur mise en vente. Les Jeux se dérouleront à Tokyo du 24 juillet au 9 août prochain. Le 13 décembre, le gouvernement japonais promulgue une loi de protection des secrets d'État qui fait polémique. Cette loi permet aux hauts fonctionnaires de classer secrète toute information qu'ils jugent sensible relevant de la défense, de la lutte contre le terrorisme, du renseignement intérieur ou des affaires étrangères. Ce qui signifie que si par exemple le gouvernement classe la catastrophe nucléaire de Fukushima comme relevant de la sécurité nationale, il n'est pas obligé de rendre des comptes quant à son processus décisionnaire. Les grands journalistes, scientifiques, avocats, mais également les citoyens se sont insurgés contre cette loi qui évoque un texte dangereux et antidémocratique, ce qui n'a pas empêché le gouvernement de le mettre en application. 2014 fut une année assez mouvementée également. Le 20 août, de fortes pluies, l'équivalent d'un mois de précipitations, se sont abattues en une journée et ont entraîné des glissements de terrain à Hiroshima, faisant 74 morts, une trentaine de disparus et une soixantaine de blessés. Des centaines de personnes se sont retrouvées dans des abris temporaires, aidées par les militaires, la Croix-Rouge, des bénévoles, mais également le gouvernement préfectoral d'Hiroshima. Le dernier abri fut fermé le 25 décembre de la même année, après que 42 personnes aient enfin retrouvé leur foyer. Le 27 septembre, une autre catastrophe touche le Japon, l'éruption volcanique du mont Otake, l'éruption la plus meurtrière depuis la catastrophe de Tsurishima en 1902, tuant 63 personnes. Aucun signe ne laissait présager cette éruption phréatique et le mont étant un endroit touristique populaire, des centaines de personnes se trouvaient sur ses flancs au moment de celle-ci. En 2017, les familles des victimes réclament une compensation au gouvernement et la préfecture de Nagano, affirmant que l'agence météorologique aurait dû donner l'alerte. En effet, 2 semaines avant la catastrophe, l'agence détecte de nombreuses secousses, mais les volcans ayant toujours une activité de fond même endormis n'ont pas trouvé la situation anormale. Les familles n'ont pas obtenu gain de cause. Le 7 octobre, le prix Nobel de physique fut attribué à 3 japonais, Nakamura Shuji, Amano Hiroshi et Akasaki Isamu, pour leur invention des LED à lumière bleue en 1990, ce qui a ouvert la voie aux LED blanches. Les LED ayant une très longue durée de vie, 100 fois supérieure à celle d'une ampoule à incandescence, leur invention a permis une révolution de la technologie de l'éclairage, mais aussi de faire d'énormes économies en termes d'argent et de matériaux. En fin d'année, le journal Asahi Shimbun perd en crédibilité à la suite de nombreuses fautes graves, entraînant la suppression d'articles et la sanction de rédacteurs en chef. En août, une série d'articles sur les femmes de réconfort durant la Seconde Guerre mondiale, un sujet très sensible en Asie, paraît dans le quotidien. Le dernier article inclut le témoignage d'un japonais racontant comment des coréennes avaient été prostituées de force pour l'armée impériale japonaise. Il s'avère que le témoignage a été fabriqué de toutes pièces, un faux témoignage qui aurait pu entraîner un accident diplomatique et entacher l'image du gouvernement nationaliste. Mais ce n'est pas tout. Début septembre, le journal doit supprimer un article publié en mai de la même année. Dans cet article, le journaliste raconte que lors de la catastrophe du 11 mars, 90% des employés présents à la centrale de Fukushima avaient
avait désobéi au patron de la centrale, donnant l'impression que les employés avaient fui. Cependant, le patron avait bien précisé dans les auditions faites en présence d'enquêteurs et mises à disposition par le gouvernement japonais que l'ordre donné avait été simplement incompris dans le chaos de la crise. Les employés n'ont absolument pas fui. Une faute qui aurait encore plus accablé la société TEPCO qui gère les centrales de Fukushima et qui est régulièrement montrée du doigt. Enfin, milieu septembre, le journal reconnaît avoir publié en 2012 une fausse interview du PDG de Nintendo qui en réalité n'était qu'une compilation de commentaires pris sur le site de la société. Ils ont finalement publié un éditorial d'excuses. Passons en 2015. Début janvier, Goto Kenji, journaliste japonais, fut décapité par des militants de l'État islamique. Il s'est fait connaître en faisant des reportages sur les pays en guerre pour la NHK. Retourné en Syrie pour tenter de sauver un autre otage japonais, il a lui aussi été capturé. Le gouvernement japonais n'acceptant pas l'échange proposé par l'État islamique pour le garder en vie, il sera exécuté. L'affaire a fait beaucoup de bruit dans les médias japonais et sur les réseaux sociaux, beaucoup de citoyens réagissant en parlant de jiko sekinin, un terme utilisé pour traduire le fait que l'individu est responsable de ses mauvais choix, traduisant que les deux otages s'étaient délibérément mis en danger. En avril 2015, c'est le début de l'affaire Ito Shiori dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Elle porte plainte pour viol contre un journaliste plutôt reconnu et biographe du Premier ministre. L'affaire est classée sans suite, mais en 2017, elle décide de médiatiser son affaire et fait face à un mur de messages haineux et menaces de mort. Elle continue son combat et sera à l'origine du mouvement WeToo Japan. Fin 2019, le tribunal de Tokyo lui fait gagner son procès contre son agresseur en lui accordant des dommages et intérêts. Avril 2015, c'est aussi le mois où l'arrondissement de Shibuya annonce qu'à partir d'octobre de la même année, il délivrera des certificats de partenariat, Partnership Sensei Seido, aux couples de même sexe, une première dans tout le Japon. Grâce à cette décision, de nombreuses villes du Japon décident également d'accorder aux couples homosexuels ces certificats et permettent de lutter peu à peu contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBT. En fin d'année, le gouvernement promeut une loi permettant aux forces japonaises d'autodéfense d'intervenir pour protéger un pays allié en difficulté dans le cas d'un conflit si celui-ci ne présente aucune menace pour le territoire japonais. Ce projet fut pour la première fois évoqué en 2014 et entrera finalement en vigueur en mars 2016. 2015 ce fut également une année fructueuse avec notamment une augmentation fulgurante du tourisme sur l'archipel mais également les beaux matchs que nous ont offert l'équipe de rugby japonaise durant la Coupe du Monde. 2016 fut une année pleine d'actualités très importantes. Les 14 et 16 avril, une série de séismes dévaste la ville de Kumamoto sur l'île de Kyushu, tuant presque 50 personnes et faisant près de 3000 blessés. Plus de 1000 bâtiments ont été gravement endommagés, dont 90 complètement détruits. Toute la ville de Kumamoto s'est retrouvée sans eau et les habitants de Nishihara ont tous été évacués par crainte de l'effondrement d'un barrage. Le pont Aso à Minami Aso s'est effondré dans la rivière. Côté patrimoine, le sanctuaire Aso et le château de Kumamoto ont été lourdement endommagés. On estime le coût des dommages à 6 milliards d'euros. Le 27 mai, le président Obama se rend à Hiroshima en hommage à toutes les victimes des bombardements atomiques. Il visitera le musée du mémorial pour la paix puis s'exprimera devant les survivants, les habitants de la ville et les politiciens. C'est le premier président américain en exercice à se rendre là-bas. Le 26 juillet, on assiste à l'un des pires crimes commis sur le sol japonais, le massacre de Sagamihara. Un homme s'introduit dans une maison de repos pour personnes handicapées et tue 19 personnes. Il en blessera 26 autres. Dans une lettre qu'il avait écrite au premier ministre Abe Shinzo, il écrit « L'assassinat de personnes handicapées est une solution pour la paix et l'économie mondiale ainsi que pour le bien du Japon. Il aurait tué ces personnes pour les sauver de leur malheur. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le handicap au Japon dans laquelle j'évoque ce massacre qui a beaucoup marqué la société japonaise. » Le 8 août, l'empereur Akihito indique à travers un message vidéo diffusé à la télé qu'il souhaite abdiquer, évoquant son incapacité future à remplir ses fonctions. Le Japon est sous le choc, l'empereur, symbole du pays, n'a normalement pas le droit d'abandonner ses fonctions. Doit-on changer la loi impériale? Son fils Naruhito sera-t-il à la hauteur? Une décision qui a happé l'attention des médias tout le reste de l'année. Passons à 2017. En début d'année a lieu l'un des plus gros scandales touchant le Premier ministre, en cause Morimoto Gakuen, une entreprise spécialisée dans l'enseignement privé. En 2013, le directeur souhaitant agrandir une crèche en école primaire demande à acheter des biens immobiliers appartenant au gouvernement, mais sa demande fut refusée. En mai 2015, il arrive à négocier et on nomme Abe Akie, femme du Premier ministre, comme directrice honoraire. Revenons à 2017. En février, Asahi Shimbun annonce que le gouvernement aurait vendu la propriété pour seulement 14% de sa valeur estimée. Le ministère des Finances affirme que le terrain étant rempli de déchets industriels, la réduction a été faite pour compenser le coût de nettoyage des déchets. Mais les calculs sont pas bons, Kevin, et lorsque la Diète du Japon demande au ministère de leur rendre des comptes, le ministère explique qu'absolument toutes les archives des transactions ont été détruites. L'enquête continue l'année suivante et on constate des falsifications de documents où disparaissent mystérieusement des noms importants, dont ceux des époux Abe, des transactions douteuses, bref, rien de bien net. Un employé du ministère se suicide même après avoir écrit une lettre où il stipule qu'il ne voulait pas être tenu responsable des faux documents et qu'il avait agi sur ordre de ses supérieurs. Après cette affaire, la popularité du Premier ministre tombe en chute libre. En juillet, la tempête tropicale Namnadol souffle sur Kyushu et entraîne la mort de 37 personnes ainsi que la disparition de 5 habitants en raison des glissements de terrain et inondations. Des vents violents
violents ont renversé des véhicules, effondré des échafaudages et laissé 68 500 foyers sans électricité dans les préfectures de Nagasaki et Kumamoto. Le coût des dommages s'élève à 1,68 milliard d'euros. Depuis octobre et jusqu'à la fin de l'année 2017, une série de scandales a frappé de nombreux fournisseurs japonais d'entreprises étrangères. Kobe Steel et Mitsubishi Material admettent avoir falsifié les données de leurs produits. Quant à Nissan et Subaru, ils ont fait inspecter des véhicules par des employés non qualifiés avant de les vendre, ce qui a entraîné un rappel d'1,2 million de véhicules pour réexamination. Les entreprises ont toutes justifié cela par une pression internationale de prioriser l'efficacité pour atteindre leurs objectifs et ont par conséquent négligé la qualité de leurs produits et les mesures de sécurité. C'est parti pour 2018, c'est cette année que j'ai commencé à faire Toki News, donc vous devez être très familier avec ces actualités, mais faisons un petit retour en arrière. Dès le début de l'année, Hanyu Yuzuru, patineur artistique, apparaît aux Jeux Olympiques de Pyeongchang après 3 mois de pause due à une blessure à la cheville. Il se distingue avec sa prestation exemplaire malgré le peu d'entraînement qu'il a pu effectuer et garde son titre olympique en plus de gagner l'admiration du monde entier. Cette médaille d'or est la 1000e décernée depuis le début de l'histoire des Jeux, toutes épreuves confondues. Le 2 mars, la petite Funato Yua, 5 ans, décède des suites d'une négligence de ses parents et des services sociaux japonais. L'affaire remonte à 2016 quand pour la première fois la mère et le beau-père de la petite Yua sont convoqués au bureau des services de protection de l'enfance de la préfecture de Kagawa après qu'un voisin ait entendu la petite fille pleurer. Quelques mois plus tard, la fillette est retrouvée dehors en pyjama après avoir été battue par son beau-père. Elle est confiée au centre et le beau-père admet que comme sa mère la gâtait trop, il l'avait frappée pour la discipliner. Il déclare ensuite avoir réfléchi à ses actes et le centre l'a confiée à nouveau au couple. Plus tard dans l'année, le couple est à nouveau interpellé par les services sociaux qui remarquent des bleus sur le visage et les cuisses de l'enfant. Yu a dit même au médecin: papa me bat, maman était là aussi, je ne veux pas retourner avec eux, mon ancien papa était plus gentil. Avant que les services sociaux locaux ne puissent intervenir, le couple avait déménagé et dépendait d'une autre préfecture. La petite fille décède 2 mois plus tard des suites du mauvais traitement de ses blessures. Pourquoi les services sociaux n'ont-ils pas fait leur travail malgré les nombreux appels à l'aide de Yua? C'est la question que tout le pays se pose lorsque cette affaire apparaît dans les journaux. Les Japonais découvrent grâce aux médias que le beau-père rationnait sa nourriture afin que, selon lui, elle garde un poids idéal, ce qui a également conduit à sa mort prématurée. Mais ce qui fait le plus mal, c'est la découverte des lettres que l'enfant écrivait à ses parents pour leur demander pardon et leur promettre qu'elle sera une petite fille sage. Voisins, commerçants, tous se sentent coupables de n'avoir rien pu faire pour la petite fille qui vivait près de chez eux. La mort de Yua a attiré toute l'attention du pays et a incité le gouvernement à promulguer des lois interdisant aux parents et autres tuteurs de punir physiquement leurs enfants. Ils ont également renforcé la capacité des centres de protection de l'enfance à intervenir dans les cas de maltraitance, même par simple suspicion. Le beau-père a été condamné à 13 ans de prison et la mère à 8 ans de prison. Le 26 juillet, le ministère de la Justice annonce durant une conférence de presse l'exécution par pendaison des 6 derniers membres de la secte Aum Shinrikyo, responsable de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Cette exécution massive fait suite à celle qui a eu lieu au début du mois où 7 autres membres dont l'ex-gourou Asahara Shoko avaient également été exécutés. À l'international, cette nouvelle relance le débat sur la peine capitale et le respect des droits de l'homme au Japon. Le 28 août, une enquête accable le gouvernement japonais d'avoir gonflé le nombre de personnes handicapées employées dans les différents ministères pour atteindre le quota légal. Pour ce faire, il déclarait certains employés handicapés à tort, comme par exemple ceux souffrant de diabète. Selon le ministère du Travail, 27 des 33 entités gouvernementales ont menti sur les chiffres et le taux d'emploi des personnes handicapées au gouvernement s'élève à 1,19% et non pas à 2,49% comme faussement déclaré. Le seuil légal de l'époque était de 2,3%. Le porte-parole du gouvernement Suga Yoshihide a déclaré que la situation était inexcusable. Le ministre de la Santé et du Travail s'est également excusé durant une conférence de presse en assurant que tout serait mis en place pour atteindre les exigences légales d'ici la fin de l'année. Le 6 septembre, le Japon doit faire face à un autre grand séisme avec le séisme d'Hokkaido qui a fait 41 morts et plus de 650 blessés. 3 millions de foyers se sont retrouvés sans électricité et des milliers de personnes ont dû être évacuées dans des refuges. En novembre, coup de théâtre, le président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, sauveur des constructeurs japonais qui l'a sorti de la faillite, est arrêté à Tokyo, soupçonné de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. Vous la connaissez cette affaire digne d'un drama puisqu'il y a eu un merveilleux rebondissement il y a quelques jours. Nissan avait affirmé que des malversations financières avaient été découvertes, notamment une dissimulation de revenus, mais aussi l'utilisation de biens de l'entreprise à des fins personnelles. L'enquête est toujours en cours et n'est pas prête de se terminer. On arrive enfin à 2019 qui fut assez mouvementée elle aussi. On commence avec ce qui est probablement la plus grosse actualité de l'année, la transition impériale. L'empereur Akihito abdique le 20 avril 2019, ce qui marque la fin de l'ère Heisei pour laisser la place à son fils Naruhito qui entamera l'ère Reiwa. C'était un grand événement car l'empereur Akihito était le premier depuis 1817 à se retirer de ses fonctions. Le changement d'ère a également bousculé les vacances des Japonais. Cette année, la Golden Week était longue de 10 jours, du samedi 27 avril au 6 mai. Le 28 mai, une attaque au couteau survient à Kawasaki dans la préfecture
préfecture de Kanagawa. Un homme poignarde des étudiantes à un arrêt de bus avant de s'en prendre à toutes les personnes s'interposant. Il a fait 2 victimes, dont une fillette de 11 ans, et blessé 18 personnes avant de se suicider. Identifié comme un hikikomori, un reclus soupçonné par sa famille d'avoir des problèmes psychologiques, le motif de ces meurtres est resté inconnu. Cette affaire a fait beaucoup parler d'elle et a relancé le débat du suivi des personnes isolées au Japon. On en a beaucoup parlé dans Toki News le 18 juillet, le jour de la tragédie qui a frappé les studios Kyoto Animation. Un incendie criminel entraînant la mort de 36 personnes a été causé par un homme accusant les studios de lui avoir volé un roman. Survivant de sa propre attaque, il est resté jusque très récemment dans un état critique et a commencé sa réhabilitation. Les fans d'animation japonaise du monde entier, mais également les professionnels, ont été touchés par cette affaire, jusqu'à amasser près d'$1 milliard de donations pour les studios qui ont décidé de tout donner aux survivants et aux familles des victimes. Cet été, la tension monte entre la Corée du Sud et le Japon. En effet, le cabinet du Japon a tout d'abord annoncé vouloir retirer son pays voisin de sa liste blanche, c'est-à-dire de la liste de ses partenaires commerciaux dignes de confiance, stipulant que cette décision résulte de la nouvelle mesure de sécurité nationale, ce qui a plutôt été perçu comme une sanction du côté coréen. En réponse, la Corée du Sud supprime elle aussi le Japon de ses partenaires privilégiés, déclarant qu'il est difficile de travailler avec un pays qui viole les règles des contrôles des exportations. Quelques semaines plus tard, la Corée du Sud annonce qu'elle allait rompre un accord de partage des renseignements militaires sensibles existant avec le Japon depuis 2016. En 2019, le Japon a également été victime d'énormément de catastrophes naturelles. Début septembre, c'est le typhon Faxai qui frappe Tokyo et les régions aux alentours. Des rafales à plus de 200 km/h ont touché la région de Chiba notamment, et plus de 300 000 personnes ont dû être évacuées. Le 12 octobre, c'est le typhon Hagibis d'une puissance historique qui balaye l'agglomération de la capitale, entraînant des évacuations massives, précipitations records et coupures d'eau et de courant qui ont difficilement été rétablies. De nombreux Japonais du Sud, plus habitués aux typhons, en avaient profité pour partager des conseils et astuces sur les réseaux sociaux. Le 1er octobre, la taxe à la consommation japonaise a augmenté de 2%, passant de 8 à 10%. Un changement un peu confus puisqu'il ne concerne pas tous les produits et services. Les produits et plats à emporter sont par exemple taxés à 10% alors que les aliments à consommer sur place restent à 8%. L'eau minérale en bouteille sera taxée 8% contre 10% pour l'eau du robinet. Beaucoup de Japonais ont eu du mal à s'adapter à ces changements les premières semaines et ont beaucoup critiqué le système. Ce même mois, le 31, on assiste à l'incendie qui a dévasté le château de Shuri à Okinawa, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les experts participant au projet de reconstruction du château, déjà détruit par le passé, étaient dépités de voir le travail de ces 30 dernières années s'envoler. Le gouvernement japonais a promis son aide financière au gouvernement d'Okinawa pour le reconstruire. Dernière actualité majeure de l'année, on assiste le 13 novembre à un nouveau scandale en politique. Le secrétaire général du cabinet du Japon a en effet annoncé que la fête des cerisiers en fleurs, le Hanami, organisée chaque année par le Premier ministre mais financée par le gouvernement, n'aura pas lieu l'année prochaine. En cause, Abe Shinzo qui est soupçonné d'utiliser l'événement pour son propre profit. Les invités, souvent des célébrités et autres politiciens, auraient tendance à être des partisans de sa politique. Voilà 2 ans que je suis l'actualité japonaise au quotidien afin de pouvoir en parler sur ma chaîne YouTube, et ce qui m'a toujours le plus choqué, c'est à quel point les affaires politiques sont nombreuses et surtout cette tendance qu'ont les médias japonais à les mettre en avant coûte que coûte. Dites-vous que toutes celles dont j'ai parlé dans cet épisode ne sont que les affaires principales qui ont été les plus consultées ou médiatisées ces dernières années. J'ai dû en omettre plus d'une trentaine d'autres pour ne pas faire un épisode traitant uniquement de ce sujet. Pour travailler sur cet épisode, je suis tombée sur un classement des actualités les plus marquantes de certaines années, et sur 10 ans, mis à part en 2011 avec le séisme et en 2016 avec l'annonce de l'abdication de l'empereur, l'actualité notée comme la plus importante de l'année est à chaque fois un scandale politique. Pourtant, j'ai l'impression que ces affaires n'ont été marquantes que pour les médias, le cœur de la société, lui, si l'affaire n'impacte pas directement les citoyens, est plus touché par les catastrophes naturelles et les faits divers, comme si la politique était véritablement un monde à part qui n'intéresse qu'une infime partie de la société, mais qui prend des proportions tellement énormes dans les médias qu'elles sont à chaque fois relayées au rang de faits marquants, alors que tous les Japonais ont l'air si habitués qu'ils n'en ont un peu rien à faire. Ce serait un bon sujet de vidéo. On peut tout de même constater une évolution et un changement dans la société japonaise ces 10 dernières années. Les citoyens sont de plus en plus enclins à affirmer leur opinion et à s'insurger contre les décisions du gouvernement à travers des manifestations. Le Japon commence à s'ouvrir aux droits LGBTQ+, et les mouvements pour l'égalité et les droits des femmes sont plus forts, mettant au pied du mur un sexisme bien trop oppressant pour la génération actuelle qui a grandi avec des valeurs auxquelles elle n'est plus particulièrement attachée. Le pouvoir des réseaux sociaux notamment permet une plus grande diffusion de certains cas et surtout de mettre la pression au gouvernement qui réfléchit plus vite à des solutions, comme par exemple la réforme sur la loi sur le droit des enfants. Pouvoir vous parler des actualités m'a fait comprendre pas mal de choses sur la société japonaise, et j'espère sincèrement que Toki News vous est utile dans ce sens-là également. Bien évidemment, le podcast continue cette année, le prochain épisode sera publié le dimanche 5 janvier. Je vous remercie de me suivre, de vous être abonné à ma chaîne ou au podcast, ainsi que d'avoir partagé les épisodes ou de les avoir commentés en 2019. Je compte sur votre soutien cette année également. Bon début d'année à vous et on se retrouve dimanche. Salut!